Quand je me suis engagé en 2017 sur le grand voilier Attila, j'étais loin de savoir que j'allais, lors de mon voyage transatlantique, euh, développer une passion aussi importante pour le monde de la navigation maritime. Lors de ce voyage-là, j'ai pu développer là, des compétences tant sur le plan physique que cognitif. Donc, j'ai appris à concilier le manque de sommeil en mer, à travailler avec des gens que je connaissais peu. Mais une des compétences que j'ai développées puis qui me fascine encore le plus aujourd'hui, c'est celle de la navigation astronomique. Donc, s'orienter seulement avec les astres et les corps célestes. Donc, aujourd'hui, je vous invite à une petite introduction là, sur cette science-là. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir mieux comprendre là, les enjeux et les bases que ça prend là, pour s'orienter en mer avec les astres. Donc, je vous invite à venir avec moi dans la science fascinante de la navigation astronomique. De nos jours, un des outils les plus importants quant à la navigation astronomique et le succès de nos opérations, c'est la connaissance exacte du temps. Donc, sans temps, c'est difficile là, d'estimer la position des astres. Puis quand on se rapporte à nos outils, on ne peut pas vraiment trouver notre position. Par contre, à l'époque, il y a certains peuples qui ont quand même développé des techniques de navigation astronomique assez poussées sans avoir une connaissance très précise du temps. Donc, je pense aux Polynésiens qui vivaient dans le coin des îles Marshall, dans l'océan Pacifique. Ils naviguaient là, sur des pirogues à double coque qui pouvaient faire jusqu'à 40 mètres de long. Puis, ils pouvaient voyager d'île en île sans voir la côte pendant plusieurs jours. Donc, comment ces gens-là faisaient-ils pour s'orienter? En fait, il fallait surtout avoir une bonne connaissance de leur environnement. On a des artefacts qui nous viennent de ces peuples-là. Donc, on a des cartes faites à partir de bouts de bois et de coquillages. Donc, les coquillages sur nos cartes désignent les îles et les bouts de bois vont désigner là, les courants principaux autour de ces îles-là. Donc, ces cartes-là sont vraiment uniques dans le monde. C'est le seul peuple qui a développé des tels outils de navigation. Il y a aussi beaucoup de spéculations là, quant à l'utilisation d'outils pour mesurer l'angle des astres, mais on n'a aucune preuve physique de ça. Par contre, c'est clair que ces navigateurs-là utilisaient là, les étoiles pour s'orienter, parce que sinon, ils n'auraient jamais pu là, atteindre les objectifs qu'il y avait, donc se rendre d'île en île. Chez les Européens, c'est plutôt vers le Moyen Âge là, que les techniques de navigation astronomique vont se raffiner. Donc, on note la première utilisation de l'aiguille aimantée pour l'orientation en mer. Donc, c'est pas comme les boussoles de nos jours. Comment ça marche? C'est qu'on prend un seau d'eau, puis on va déposer un peu de paille dans l'eau, puis elle va flotter. Ensuite, on va déposer notre aiguille aimantée sur le morceau de paille, puis elle va tourner et s'orienter vers le nord magnétique. Donc, on n'a pas encore de cadran, donc c'est beaucoup moins précis. On note aussi la réutilisation de l'astrolabe planisphérique, qui est un outil qui a été inventé à l'Antiquité, mais qui va être redécouvert au Moyen Âge. Donc, cet outil-là sert à calculer l'angle entre un astre et l'horizon terrestre. L'astrolabe va fonctionner avec l'utilisation des tables alphonsines. Ces tables-là, en fait, vont consigner la position des astres dans le ciel. Donc, sans ces tables-là, l'astrolabe ne sert à rien quand on va en mer. Donc, c'est un peu l'ancêtre du sextant dont je vais parler plus tard. C'est vraiment au 18e siècle là, que la navigation astronomique va passer de l'expérience plus à la compréhension scientifique. Donc, on va voir l'apparition de cartes beaucoup plus précises à projection Mercator. Donc, ces cartes-là vont nous permettre là, de mieux représenter la Terre sur papier. On note aussi l'invention d'outils à réflexion beaucoup plus complexes que l'astrolabe. Donc, je parle du sextant ici, inventé par Isaac Newton. Le sextant va vraiment là, révolutionner la prise de mesure en mer. Par contre, l'outil le plus révolutionnaire dans tout ça, c'est l'invention de la montre et du chronomètre qui vont vraiment permettre d'amener la précision des mesures à un tout autre niveau. Quand on fait de la navigation astronomique, on utilise beaucoup d'outils pour se repérer en mer. Donc, je vais vous les présenter un par un. Le premier que je vais parler, c'est l'almanach nautique. En fait, c'est des tables de mesure qui vont consigner la position des astres pendant une année. Donc, à chaque année, il faut changer d'almanach.
Donc, on va consigner la position du Soleil, de la Lune, et ainsi que 57 autres étoiles. Donc, les étoiles, ils changent dépendamment si on est dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Puis, en fait, toutes ces étoiles-là, on en a besoin parce qu'il nous faut beaucoup d'étoiles pour être sûr de s'assurer de notre position. Donc, on parle de jusqu'à 6 observations différentes pour pouvoir là, trouver un emplacement précis. Donc, un observateur expérimenté peut avoir une précision d'environ 300 mètres, mais la norme, c'est plutôt entre 1 000 nautiques jusqu'à 15 000 nautiques. Donc, quand on est en mer, ça importe peu d'avoir une précision extrême parce que de toute façon, il n'y a rien autour. Donc, l'important, c'est juste de se rendre au point B. Le sextant, c'est l'outil le plus emblématique de la navigation astronomique. Son utilisation peut paraître complexe, mais en fait, son fonctionnement est assez simple. Sur un sextant, on a un grand miroir. Donc, ce miroir-là est fixé sur un axe qu'on nomme l'alidade. Donc, cet axe-là est connecté au limbe. Le limbe, c'est l'arc gradué qui est en bas. Donc, en glissant l'alidade sur le limbe, on modifie la position de notre grand miroir, dépendamment de la position de notre axe dans le ciel. Sur notre sextant, on a aussi un second miroir, en fait, qui est un demi-miroir. Donc, on a un côté qui est une plaque de verre translucide, puis de l'autre côté, c'est un miroir normal. Donc, comment on va prendre notre mesure? C'est qu'on va aligner l'endroit translucide sur l'horizon et après, on va bouger notre alidade sur le limbe jusqu'à temps qu'on voit l'astre qu'on veut observer dans notre demi-miroir. Puis, en alignant l'astre sur l'horizon, ben, on va savoir là, que notre mesure, elle est prise. Ensuite, on a juste à se reporter sur le limbe gradué pour savoir l'angle entre notre astre et l'horizon. Quand on prend nos mesures, c'est important d'avoir un horizon dégagé parce qu'on va toujours comparer l'angle avec l'horizon terrestre. Donc, on ne peut pas faire de la navigation astronomique si on ne voit pas d'horizon. Donc, sur la terre ferme, quand il y a des montagnes, donc c'est impossible. Et aussi, on ne pourra pas observer en pleine nuit parce que l'horizon disparaît. Donc, on peut faire des observations à l'aube, pendant la journée et au crépuscule. Le dernier outil dont je vais parler, c'est la montre et c'est certainement le plus important. Notre montre doit être assez précise. On ne doit pas avoir un décalage plus grand qu'une seconde avec le temps universel coordonné, donc l'heure de tous les jours. Je vais profiter qu'on parle du temps pour vous parler des différentes conventions de temps qu'on a sur notre planète. Donc, le premier temps qu'on utilise, c'est le temps universel. En fait, ce temps-là est basé sur la rotation de la Terre. Par contre, la rotation de la Terre n'est pas constante, puis elle ne fait pas exactement 24 heures. Elle fait plutôt 23,97 heures. Donc, sa rotation est un peu moins longue que 24 heures. Donc, pour que ce soit un peu plus facile pour nous, puis que ce soit plus précis, bien, en fait, on a créé un autre temps qui est une convention. Donc, c'est le temps UTC, temps international coordonné. Donc, ça, c'est vraiment le temps qu'on utilise là, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est basé sur le temps universel, puis sur une autre convention qu'on appelle le temps international atomique. Donc, ce temps-là, en fait, est basé sur la fluctuation d'un atome de césium. Donc, ces horloges-là, c'est les horloges les plus précises qu'on peut avoir sur notre planète, qui vont calculer un temps très précis, mais qui n'est pas basé sur la rotation de la Terre. Donc, le temps universel coordonné, c'est un compromis entre le temps de la rotation de la Terre naturelle et le temps atomique. Donc, on peut avoir un décalage de 9 secondes entre le temps atomique et le temps universel dans le temps universel coordonné. Par contre, en navigation astronomique, on va utiliser le temps universel coordonné parce que une différence de 9 secondes, là, ça ne crée vraiment pas une erreur trop grande dans notre prise de mesure. Quand on va parler de navigation astronomique, on va toujours se fier au temps de Greenwich. Donc, le temps zéro ou le méridien origine. Toutes les fuseaux horaires sont déclinés à partir du méridien de Greenwich. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, comment s'orienter en mer. Donc, c'est un sujet assez vaste. Fait que je vais commencer par vous faire une analogie avec l'orientation sur Terre. Donc, quand on utilise la triangulation, donc on prend des points connus sur notre carte dans le monde réel. Donc, on va le visser avec notre boussole et trouver un azimut pour ces deux objets-là.
Ensuite, on va transférer notre azimut sur notre carte et tracer des lignes avec le même angle qu'on a pris avec notre boussole. À l'endroit où les deux lignes vont se croiser, on va avoir notre position. Donc c'est un peu la même chose quand on fait de la navigation astronomique, sauf que vu que les astres sont extrêmement loin et surplombent la planète, au lieu de créer un point précis et des lignes, il va plutôt créer ce qu'on appelle un cercle de hauteur. Et ce cercle-là, c'est un cercle théorique. On peut imaginer une lampe de poche. Donc j'ai une lampe de poche dans mes mains et le bulbe de cette lampe de poche, ça pourrait être notre astre céleste. Donc maintenant, je pointe la lampe de poche vers le sol. Donc le halo qui est créé par cette lampe de poche-là, ça représente notre cercle théorique. Donc tous les contours de ce cercle-là, ça serait l'endroit où on pourrait se trouver sur la Terre. Donc vu que les astres sont extrêmement loin, ces cercles-là sont extrêmement grands. Donc, vu la grandeur des cercles, on peut les transférer à ce qu'on appelle des droites de hauteur. Donc, on prend une petite partie du cercle, puis on la transfère en ligne droite. Donc, cette ligne droite-là va nous permettre, avec plusieurs observations, d'en croiser avec d'autres et de permettre de trouver notre position. Par contre, ça nous prend au moins 2 astres pour avoir notre position. Cependant, c'est complètement impossible en mer parce que ça prend des calculs extrêmement précis qu'on ne peut pas faire là. C'est impossible à faire en mer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la navigation à l'estime. Donc, en sachant notre direction, notre vitesse et notre position antérieure, on peut estimer assez précisément où on se trouve. Donc, en ayant une estimation de où on se trouve, on peut comparer avec les résultats qu'on a pris sur le terrain. Donc, on va prendre notre sextant, on va mesurer jusqu'à 6 astres. Pourquoi 6? C'est parce que si on se trompe sur une, ça pourrait changer notre position drastiquement vu que nos cercles sont extrêmement grands. Donc, avec ces astres-là, on va pouvoir voir où nos droites de hauteur se croisent, puis ça va nous donner une position assez précise. Après ça, nos droites de hauteur, on peut les transférer en ligne de position sur notre carte. Donc, on utilise des calculs assez complexes qu'on appelle la trigonométrie sphérique, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais plutôt vous parler d'une technique plus facile pour calculer notre longitude en utilisant le soleil à son zénith à midi. Donc, c'est une technique qui consiste à comparer le temps du zénith du soleil à Greenwich au zénith du soleil à notre position. Donc, vu que la Terre tourne, le soleil n'est pas à son zénith aux 2 endroits en même temps. Comment ça fonctionne? C'est que dans notre almanach nautique, ça va être écrit à quel moment le soleil va être à son zénith. Donc, ça peut être à midi et 1, midi, 11h59, donc dépendamment de la rotation de la Terre. Pourquoi le temps c'est midi et 1 ou 11h59? C'est parce que le temps UTC, c'est une moyenne. Et dans notre almanach nautique, le calcul des positions est calculé avec le temps universel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage là, tout le temps. Donc, pour le passage du méridien, on va toujours mesurer le temps avec le temps de Greenwich. Donc, on ne calculera pas les fuseaux horaires. C'est extrêmement important, sinon nos résultats ne seraient pas bons. Puis nous, en fait, on va savoir qu'il va être bientôt midi à notre position. Donc, on va prendre notre sextant puis on va regarder le soleil monter tranquillement dans le ciel. Donc, on va observer notre soleil, puis au moment où il va commencer à descendre, on va dire à un observateur à côté de nous de prendre la mesure du temps à ce moment-là. Donc, en ayant le temps du zénith à notre position et le temps du zénith à Greenwich, on peut ensuite comparer la différence d'angle entre les 2 endroits. Il nous reste juste à soustraire nos 2 mesures de temps, donc le temps de Greenwich au temps, à notre mesure de temps. Donc, par exemple, à Greenwich, le passage du méridien a eu lieu à midi. Et nous, il était rendu 14 heures quand on a eu notre passage du méridien, donc le soleil à son zénith. Donc, on soustrait les deux. 2 heures moins midi, ça va nous donner 2 heures. Comme la Terre tourne de 15 degrés par heure, on fait 2 heures fois 15, donc ça va nous donner 30. Donc, ce 30-là, en fait, on peut le transférer directement en degrés, minutes, secondes. Donc, ça nous donnerait 30 degrés, 0 minutes et 0 secondes. Maintenant que je vous ai donné ma longitude, bien, en fait, on ne sait pas si elle est ouest ou est. Donc, comment savoir ça? Il faut savoir si le passage du méridien est plus tard
ou plus tôt que celui de Greenwich. Donc, nous, notre passage du méridien a eu lieu à 14 heures, donc était plus tard que celui de Greenwich à midi. S'il est plus tard, notre longitude va être ouest, et s'il était plus tôt, notre longitude serait est. Donc, c'est tout pour la capsule vidéo. J'ai mis plein de liens dans la description de la vidéo, d'un coup que vous ayez envie d'en apprendre plus sur le sujet. J'ai aussi fait une petite bande dessinée avec les images de Tintin qui explique d'une façon différente là, le passage du méridien. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description aussi. Puis j'ai fait un petit questionnaire en ligne. En fait, il y a quelques questions là, pour voir votre compréhension, puis aussi me permettre de m'améliorer dans mes prochaines capsules. Donc j'apprécierais beaucoup si vous alliez le remplir. Donc je vous laisse avec une citation de Omar Bradley qui dit « Il est temps d'aligner notre cap avec les étoiles et non en fonction de la lumière des navires qui passent. » Donc merci beaucoup et passez une super belle journée.